Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va se faire un petit point sur les marchés américains, puisque ce sont ceux qui sont fortement décalés hier. Grosse séance à 3% sur le S&P 500. On l'avait dit dans le brief hebdo, la grosse séance de la semaine était aujourd'hui, normalement attendue autour du PCE. On avait noté donc le discours de Jerome Powell la veille, donc hier soir. Et c'est lui qui a fait décaler les marchés avant le PCE. Donc on va voir un petit peu dans quelle mesure, pourquoi, enfin je vais essayer de vous expliquer les probabilités, pourquoi ça décale surtout hier. Bon, pour ma part, de ce qui ressort du discours de Jerome Powell, pas grand-chose, si ce n'est que le marché table aujourd'hui plus sur un final target rate qui se situe entre 4,5 et 5%. Donc on va le voir, c'est plutôt constant et consistant avec la stratégie qu'on avait mis en place sur les horizons de moyen terme, mais on va essayer de rester ici enfermé sur le plus court terme, on va dire la réaction épidermique que les marchés ont eu hier. Dans quelle mesure, etc. Ça pourrait se poursuivre, etc., etc. Donc on va essayer de voir tout ça. On regarde les différents métriques. Donc ça, c'est bien ce qu'on avait prévu. Donc à confirmer aujourd'hui, mis à part si le PCE nous fait un 180 degrés, on a bien ce qu'on voyait, c'est-à-dire une réduction de la probabilité des 75 points de base qui se transfère immédiatement en 50. Maintenant, ce que j'aimerais voir avec le PCE, c'est carrément l'annulation totale des 75 points de base avec le transfert dans une légère probabilité, largement sous-valuée effectivement, de voir éventuellement que 25 points de base. Ça pourrait être la cerise sur le gâteau qui pourrait continuer d'alimenter le rallye. Côté overnight repo, c'est toujours la même chose. On reste bien orienté dans cette structure où on retrouve un petit peu de capital. Côté sentiment, on n'est pas encore dans la stratosphère, mais on pourrait rapidement y arriver. Donc pour l'instant, je pense qu'on accumule dans cette zone, mais attention, rappelez-vous le modèle, dès qu'on arrivera dans cette zone d'extreme grid, c'est le moment où les traders professionnels ne mettront plus d'argent dans ce marché, autrement que de laisser, entre guillemets ici, la structure se détériorer, c'est-à-dire de laisser les particuliers se positionner vendeurs, comme ils le font si bien, pour s'opposer au marché qui monte. Donc sans grande surprise, hier, le marché monte, les particuliers vendent. Donc ici, ça va être intéressant de voir si on continue donc d'écarter ici les mâchoires du crocodile, dans quelle mesure, effectivement, les professionnels continueront gentiment de laisser filer les marchés à l'achat au fur et à mesure que les particuliers se mettent contrepartie dans l'autre sens. Donc c'est plutôt ça, à mon avis, qui pourrait alimenter le marché dans les prochains jours, l'opposition des traders particuliers, plus que l'engouement irrationnel des traders professionnels, qui, à mon avis, n'achèteront pas l'extreme grid, mais simplement tentent de l'obtenir. Voilà un peu le message. L'ambiance, pour moi, donc, comme je vous dis, hors métrique par rapport au sentiment, reste toujours la même. Il y a une forte dichotomie entre le marché crypto et le marché classique, et c'est assez compréhensible, mais attention à ne pas tirer de conclusions hâtives. Il me semble encore une fois que ces modèles sont surtout dus à des occurrences très rares, donc d'en faire des modèles et de dire « Ah ben dans ce cas-là, il va se passer ci, ça », c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Voilà mon avis là-dessus. Maintenant, si on en revient donc sur les prix, donc aujourd'hui le PCE, attention à ne pas nous faire un 180 degrés. Maintenant, ça paraît quand même assez peu probable parce que quand on regarde les structures de prix, on a déjà fait les analyses sur le brief hebdo, on est bien dans une structure de pullback qui devrait nous conduire plus ou moins vite en direction des ATH avec un probable travail assez spéculatif de probabilité vendeuse au niveau de la troisième borne hebdomadaire, au cas où, comme on l'a dit, si jamais ça devait rejeter et nous ramener au support, là, ce serait vraiment mauvais, de chez très très mauvais. Mais tant qu'on n'y est pas, on l'avait dit, pour moi, les probabilités baissières, c'était pas sur le support qu'il fallait craindre la fin du monde. Là où la fin du monde pourrait se pricer, c'est ici, et c'est là où justement on fera très attention aux différents métriques de gestion fondamentale, par exemple le 10 ans américain et des trucs comme ça. On va en parler juste après. De toute façon, comme on le fait chaque année, à la fin de l'année, il va y avoir un gros brief annuel où on va regarder les time frames justement hebdo, mensuels et tout ça. Ce sont sur ces gros time frames que ça se joue sur le 10-year yield, le dollar, etc. Tout ça. Donc je ne veux pas spoiler, mais on a le temps encore sur ces gros time frames. Voilà. Bref, pour ce qui est donc de les gestions un peu plus court terme, dans le contexte de ces gestions faible risque hebdomadaires, il s'agit de comprendre que du coup, si on est en pullback hebdomadaire, les flux, on va les retrouver en horaire, et c'est effectivement ce qu'on a. C'est-à-dire que quand on vient en horaire, ici, on trouve de belles stratégies de flux. Le premier petit bout de flux qui était arrivé ici, pour ma part, c'est là que je me suis positionné sur les moyennes. Trading de flux bête et méchant. Et donc, on est toujours dans cette deuxième phase de flux, déclenchée la dernière fois par le CPI. Et là, quid du PCE? Donc moi, je m'attendais à ce que ça pump avec le PCE.
Bon, tant mieux, c'est Powell qui nous fait pumper, on va voir. Donc on est pour ma part toujours dans cette structure de deuxième flux, elle ne s'arrêtera que lorsqu'on aura une troisième borne. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est si le PCE nous fait un 180 degrés, qu'on revient chercher le contexte acheteur, pour ma part, c'est le risque justement que peut-être que ce deuxième flux se termine. Si au contraire il se poursuit, et c'est ce qu'il devrait donc normalement faire, il devrait probablement donc trader au-dessus des contextes et tenter de casser des résistances techniques. La prochaine en date, c'est celle-ci, là où j'ai mon alerte. Ici, pour ma part, c'est là qu'il y a de fortes chances qu'on obtienne un ralentissement dans cette structure de flux. Donc c'est ici, pour ma part, que je ferai très attention aux signaux techniques horaires qui pourraient déclencher des prises de profit de mon trading de flux. J'entends bien pour la partie portefeuille, investissement, tout ça, il est hors de question de toucher quoi que ce soit. L'objectif reste le même, c'est la gestion hebdomadaire, donc ce sont des ATH. Maintenant, on est en hebdo, donc il faut être patient. Voilà le délire pour la gestion. Donc à plus court terme, pour ma part, c'est toujours les stratégies que j'applique, c'est-à-dire on est sur des flux en horaire, donc je suis exposé à ces flux pour l'instant. Tant qu'ils se maintiennent, je ne vois pas de raison de me sortir prématurément. Sur tout ce qui se passe en dessous, donc 15 minutes, 3 minutes, etc., c'est que de la volatilité pure. Pour ma part, le time frame de référence en ce moment sur lequel je trade la volatilité tous les jours, d'accord, tous les jours, je me fais au moins 1 ou 2 petits trades en ce moment sur le S&P 500 en 3 minutes, puisque je suis correctement positionné dans ce flux. Voilà, il y a eu plein de trades sur ces UT 3 minutes. Et notamment donc un hier qui était très beau juste avant le PCE. Voilà, donc pour le S&P 500, trade de volatilité à court terme pour ceux qui veulent, ça joue les bornes de Bollinger pour la jouer stupide. En horaire, ce sont des flux. Maintenant, on a déjà largement avancé dans ces structures de flux, donc franchement, attention quand même, c'est pas trop le moment pour ma part de se mettre dedans. Il fallait déjà être dans ces flux, c'est juste que ceux qui avaient prévu ces flux prennent de jolis gains, ceux qui étaient dans le sens inverse prennent des stops, point, c'est la base, quoi. Dans les gestions hebdomadaires. Voilà pour le deal sur le S&P 500. Le 10 ans, c'est lui qui m'inquiète un petit peu. On avait, et je vous avais envoyé le message dans le brief hebdo, de très beaux alignements pour les traders expérimentés ici, me laissant à penser qu'on avait un beau reverse. Maintenant, il n'a pas déclenché de signaux sur les UT hebdo, donc, sur les UT daily. Hop. Je voulais des signaux sur ce canal de tendance, donc toujours pas de signaux pour ma part sur le 10 ans américain, donc attention, je pense qu'on va travailler cette zone spéculative ici, de l'ancien bottom, Fibo 23%, je pense que ce marché a envie juste d'aller un tout petit peu plus bas et de me déclencher le signal. Donc pour l'instant, je reste à l'observation sur le 10 ans américain, je vais, comme je vous l'ai dit dans le brief hebdo, me repositionner dans le sens de la hausse, c'est-à-dire shorter les bons du trésor, mais avec une exposition moindre que ce que j'avais pu avoir dans ce mouvement-là, dans lequel j'avais beaucoup plus de confiance. Donc voilà, plutôt on est pareil sur la fin du mouvement, donc je m'attends à ne pas pouvoir tirer bien plus que des ratios 1 pour 1, et puis ça risque d'être mou, etc. Bref, ce sont à peu près les mêmes stratégies en fait que ce que j'ai sur Wall Street à ce niveau-là. Donc un peu de patience, on est sur des UT daily hebdo, ça peut prendre pas mal de temps, et je suis toujours donc dans l'attente d'un signal pour déclencher la cassure de ce cycle et la reprise donc des mouvements plutôt haussiers sur les taux. Donc attention, le narratif pourrait rechanger assez vite, et le PCE pourrait d'ailleurs être un game changer, on verra un petit peu ce qu'il en est. Mais donc à surveiller le 10 ans aujourd'hui par rapport au PCE. Je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on ait une légère attaque baissière avec incursion proche de ce Fibo 23, essayer d'aller trader sous les anciens plus bas, ou en tout cas d'aller les retester. Mais voilà, aller trader sur le Fibo 23, c'est là où pour ma part va se proposer la stratégie technique pour shorter les bons du trésor, à condition d'avoir une gestion du risque. Pour l'instant, j'ai donc rien du tout, malgré les belles alignements que j'avais ici sur les horizons, donc en 15 minutes, mais je me mets en horaire et vous regardez le canal de tendance. Ces belles stratégies de troisième borne, la première ici, la deuxième là et la troisième en retard, bien aligné. Pour ma part, tout était open bar pour y aller. Bon, maintenant, c'est pas grave, encore une fois, de venir ici pour venir déclencher le signal. Simplement, donc, je voudrais pas qu'on s'installe durablement sous cette zone de point bas qui, pour ma part, est normalement celle qui aurait dû faire office. Donc, on surveille, mais clairement, très intéressant, en fonction des clôtures, et si j'ai des signaux, je me repositionnerai sur le 10 ans. C'est ce que je surveille particulièrement aujourd'hui en cette journée de PCE. Pour terminer le tour d'horizon graphique très très vite, on fera un point aussi fin d'année, gros point sur les thématiques dollars et tout ça. Mais pour l'instant, à court terme, autour PCE, c'est vraiment le 10 ans américain et la réaction du S&P 500 qu'il faudra surveiller. Côté cryptocurrencies, si on va sur les UT de plus court terme, donc là pareil, on est sur des stratégies plutôt hebdomadaires, de structures en vague 5 étendues, c'est-à-dire, on l'a dit, on le redit, les vagues 5 étendues sont des structures de tendance alternative, elles se conditionnent
systématiquement par un stop loss de ceux qui tradent en tendance. Donc si vous avez mangé un stop loss sur cette saison, que vous avez été surpris par le repli baissier, l'invalidation des tendances haussières, la douleur du bear market que personne n'avait vu venir, même les meilleurs, tout simplement c'est que voilà, on n'a pas changé le game, on a juste redistribué les cartes, c'est ce qu'on avait dit. Les structures alternatives peuvent être douloureuses psychologiquement parlant, parce qu'on se projette dans une tendance et puis ah merde, au final ça va être plus lent que prévu. C'est chiant, ça travaille fortement les biais de débutants, l'impatience et l'incertitude. Maintenant les professionnels normalement savent ce qu'il en est, c'est-à-dire on a juste shuffle the deck, mais on reste clairement dans la même stratégie, on a juste changé l'ordre des choses. On commence lentement et on finira plus vite, mais globalement on va de toute façon au même endroit. Et au milieu, on aura juste remué la mayonnaise dans le cerveau des débutants. Ce qui est donc toujours pareil, faire attention pour ma part, ne pas s'exposer à du trading sur des actifs à risque, c'est-à-dire tous ceux qui pour ma part ont déjà fait des plus bas, etc. Essayez de concentrer vos forces sur ceux qui n'en ont pas encore fait. C'est-à-dire les Ethereum, Atom. Bitcoin l'a fait parce que pour l'instant, je pense que ses prix sont manipulés. On l'a vu, JBTC qui trade à moins 40% alors qu'apparemment c'est backé 1 pour 1. Il y a plein d'arguments qui montrent que le Bitcoin est très largement sous-valué et probablement manipulé à cause de l'ambiance actuelle, de peut-être qu'il y aurait des liquidations, donc on va peut-être pas acheter tout de suite, etc., etc. Et puis surtout, il faut mettre la pression sur les mineurs. Qui, eux, ont des échéances quasi journalières. Donc, bref, pour l'instant, les acheteurs observent, mais je vous rassure, dès que les premiers acheteurs vont appuyer sur le bouton achat, il n'y a pas de supply et la réaction sera probablement assez virulente. Dans les UT donc de plus court terme, là où on pourrait voir apparaître les flux, bon, je ne vous la refais pas à 4000, ok, il y a un peu de retard sur les cryptos, il n'y a pas encore d'apparition des premiers flux. Donc, pour ma part, c'est ce que je recherche, hein, c'est-à-dire à quel moment je vais pouvoir avoir un décalage des contextes suffisant pour que les contextes d'achat repassent sous les moyennes, au-dessus des moyennes. Voilà. Donc, j'aimerais bien voir la poursuite du flux sur les cryptos. Si tel est le cas, vous pouvez être certain que je vais faire la même chose que le S&P, c'est-à-dire dès qu'on va se replier sur la moyenne, hop, je vais bourrer le premier flux acheteur. Dans le sens de mes tendances hebdomadaires du Bitcoin, de l'Ethereum, du Chainlink, de l'Atom. Solana, non. Hein, on l'a dit, Solana, je vous avais dit qu'il me fallait attendre les clôtures mensuelles pour décider de quoi que ce soit. Donc malheureusement, c'est acté. Hein, Solana, ça clôture sous les contextes daily. Hein, donc là, on vient de terminer le contexte. Donc pour ma part, c'est mort. Hein. Maintenant, bon, Solana peut toujours nous faire un U-turn à 180 degrés, mais pour moi, tant qu'on ne reprend pas avec des clôtures de contexte, hein, ça veut dire donc tant qu'il n'y a pas une clôture mensuelle de Solana au-dessus de 12 milliards de market cap, pour ma part, ce projet doit maintenant rester minoritaire dans mon portefeuille, c'est-à-dire moins de 2%, et je n'y allouerai plus de nouveaux capitaux. Voilà le truc. Donc je reste concentré pour ma part. Vraiment, c'est ces quatre-là pour moi qui font le taf. Monero, on l'a dit, c'est un très bon candidat, mais il ne faut pas y toucher. Hein. C'est juste de dire, voilà, bon, Monero, pas de nouveau plus bas sur le dernier truc. C'est vraiment, vraiment de la balle. Mais par contre, celui qui mettra plus de 2% de capital dans du Monero, bon courage. Voilà. Donc Monero, c'est de dire, ayez une exposition, essayez d'avoir un meilleur prix possible. Mais une fois que vous êtes positionné dessus, on ne renforce pas, on n'essaie pas de gagner de l'argent avec le Monero. Ça pourrait vous attirer plus d'ennuis que vous ne le pensez. Donc essayez d'avoir juste un fonds de portefeuille Monero, ça oui, mais pas de façon complètement irrationnelle et évitez à mon avis la spéculation sur ce dernier. Donc les bons, Ethereum, Atom, tous ceux qui n'ont pas fait de point bas. Bon, Bitcoin subit malheureusement le point bas, mais je pense encore une fois que ce ne sont que de vulgaires manipulations de la volatilité qui, évidemment, dès qu'on sautera le bouchon par le haut, vont catalyser tout autant de conneries dans l'autre sens. Je vous la refais en bref, d'accord. Pour ma part, Bitcoin, il n'y a pas de vendeur avant 26 000 $. Puisque je vous rappelle, on ne vend pas dans la partie basse d'un canal. Donc, pour ma part, si vraiment on rebondit, le minimum, c'est d'aller rebondir 25. Et comme je vous l'avais dit, il y a de fortes chances qu'ici, on dégomme tous les vendeurs à découvert pour aller taper carrément le double, c'est-à-dire le fameux effet poussée d'Archimède. On maintient le ballon sous l'eau, c'est cool, ok, mais quand on va lâcher, la force va être répulsive. Donc pour ma part, voilà toujours la stratégie à venir sur Bitcoin. Je ne sais pas de quelle amplitude sera le mouvement, mais je pense toujours qu'un ratio 1 pour 1 par rapport au point bas qui est fait. Attention, on peut toujours aller plus bas, je n'ai pas dit le contraire, mais par contre, vous voyez bien que Bitcoin, sur son daily, n'arrive pas du tout à clôturer sous les contextes. Donc pour ma part, c'est toujours le même problème. Je pense que le point bas a été fait là,
là, et que ce qu'on fait ici, c'est ni plus ni moins que d'agiter les débiles, et mettre la pression sur les mineurs, mais hormis des manipulations de court terme sur les prix, je reste toujours persuadé qu'il y a toujours des tendances très largement et fermement haussières sur les bons projets crypto, simplement tout le monde mélange tout et n'importe quoi. Les shitcoins, ils ont mangé moins 95, et c'était tout à fait normal, ils valent pas grand-chose pour la plupart. Les aspects hyper compétitifs, mon super layer 1 alternatif, etc., on voit vite qu'évidemment ces narratifs en ont bien mangé dans la gueule. Il y en a qui s'en relèveront jamais d'ailleurs, à force d'avoir pris des risques, ils vont mourir à cause de ça. Et pourtant la techno était géniale, pour en reprendre le thématique de certains. Donc on fait vraiment attention. C'est toujours pareil, dans les marchés, il y a beaucoup plus de risques que ce qu'il n'y paraît. Et rien n'est garanti, et c'est pas la meilleure techno qui fait que ça marchera, quoi qu'il arrive. Voilà. Sur ces mots, écoutez, je vais vous le laisser. Ça fait 15 minutes, on est largement assez dans le clou de ce qu'on veut sur ces émissions un peu plus express. Donc bref, que ce soit à Wall Street, dans la poursuite des flux acheteurs, ou sur les cryptos, dans la recherche éventuellement d'un seuil de douleur pour des déclenchements de liquidation short, la volatilité reste pour l'instant contenue sur l'aspect crypto, puisqu'on l'a vu tant qu'on est dans la partie où l'alt season est toujours sous les 50. Je n'ai pas vérifié ce matin, mais je pense qu'on y est encore. Tant que l'alt season est sous les 50, il faut quand même prêter attention à Bitcoin. Ça reste Papa Bitcoin qui gère la danse. Et pour l'instant, Papa Bitcoin, sa volatilité reste contenue, donc toujours des pressions haussières, enfin des risques à la hausse pour ma part. Le risque est à la hausse sur Bitcoin, je ne vais pas vous mentir, le risque est clairement à la hausse, mais il y a un contexte totalement défavorable, donc qu'est-ce qui se passe? On reste à plat. Voilà. Dans l'attente éventuelle d'un nouveau cataclysme de liquidation, machin, je sais pas quoi, mais que je lui ai dit, attention, dans un marché en liquidation, celui qui continue à chaque fois de prévoir la liquidation suivante, la plus grosse, etc., le jour où vous vous plantez, ça va exploser à la hausse. Donc ça, c'est poussée d'Archimède, comme on l'a dit. Faites attention, les réactions de prix derrière peuvent être assez violentes. Donc pas d'exposition sur les produits dérivés, pour les raisons dont on a déjà parlé plein de fois, mais je vais les redire encore une fois, parce que c'est mon travail de vous parler des gestions du risque que vous ne pouvez pas forcément voir. Donc je vous le redis, celui qui s'expose encore une fois sur des produits dérivés, il y a pratiquement un exchange sur deux aujourd'hui qui ne pourra pas trouver le supply pour payer vos calls. Donc c'est toujours le même système, toujours le même problème sur ce type de bottom. Les seuls qui peuvent être rémunérés sont ceux qui ont acheté spot et qui sont en self-custody. Et soyez rationnels, d'accord? En self-custody, même s'il y a un beau rebond, vous n'allez pas devenir très riche. Sauf si vous avez acheté le perfecto en bas. Pour la plupart, vous avez dû déjà acheter. C'est-à-dire que ce que pourrait conditionner ce fameux retour poussé d'Archimède, c'est de vous repositionner en gain. D'accord? Après avoir évidemment été maintenu la tête sous l'eau suffisamment longtemps pour que certains craquent. Voilà pour moi l'ambiance de marché sur les cryptos. C'est artificiellement maintenu de façon baissière. C'est ma conviction forte, mais je ne peux pas vous l'argumenter 100% non plus. Donc le but, c'est de ne pas craquer. De toute façon, les stops doivent être à zéro dans vos gestions. Donc normalement, vous êtes capable de subir. Vous pouvez faire partie de ceux qui pensent que c'est inévitable qu'on aille à 10 000, 12 000. Et évidemment, vous ferez partie de ces mêmes personnes, dans ce cas-là, qui achèteront à 30 000 derrière, en panique, parce qu'ils auront « Ah mon Dieu, j'ai raté le bottom, etc. » On rappelle, dans une tendance haussière, les prix montent. Donc, on peut consolider, faire chier tout le monde, mais n'oubliez pas, les gestions à faible risque sont très largement haussières. Donc, c'est dans ce sens que se trouve le risque réel. C'est à la hausse, pas à la baisse, et ne vous laissez pas retourner le cerveau par ceux qui pensent à court terme. Chacun sa stratégie. Alors évidemment, si vous tradez à court terme et que vous tradez des flux, etc., faites ce que vous voulez. Voilà. Moi, je vous dis, pour l'instant, sur des zones de support hebdomadaire, je ne peux pas chercher les flux baissiers, c'est pas possible. Je peux que chercher les flux haussiers. Pour l'instant, il n'y a pas de flux haussier. J'espère qu'il y en aura un. Si tel est le cas, je serai de la partie. Voilà, donc je le redis concrètement, ce que j'attends d'un point de vue trading, voir ces contextes horaires passer au-dessus des moyennes. Si tel est le cas, je serai de nouveau en recherche de stratégies de flux à l'achat sur le Bitcoin, c'est-à-dire remise en place de stratégies en marge, en plus des investissements de fonds de portefeuille qui restent, eux, absolument spot et self-custody. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao.